Olympiques, une Coupe du Monde ou un maillot jaune, certains sont prêts à tout, même, s'il le faut, à mentir ou à tricher. Elle a enfoncé l'aiguille et elle s'est fait l'injection alors que j'étais assis juste à côté d'elle. Aucun sport n'est épargné. Ainsi, l'athlétisme est dans la tourmente après le démantèlement d'un immense réseau de dopage. Les athlètes l'appelaient carburant pour fusée. Des produits miracles, il en existe aussi dans le cyclisme où le dopage est devenu une industrie aux pratiques parfois douteuses. Ça vient de Chine. Il n'y a ni contrôle sanitaire, ni autorisation d'importation, rien. Alors pour la victoire, des champions sont même prêts à mettre leur santé en péril. J'avais la tête qui tournait et après j'avais froid et je suis tombé. Je ne sais pas de quel côté mais je me souviens juste d'être tombé. D'autres y laissent même la vie. En Italie par exemple, c'est une hécatombe dans le football. Il répétait sans cesse « Mais qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Mais qu'est-ce qu'ils m'ont fait ?» Pas vraiment inquiétés par les contrôles antidopage, certains joueurs s'amusent même à filmer leur préparation d'avant-match. Non, ça tu dois pas le filmer. Non, non, le filme pas. Ce soir, Pièce à conviction vous emmène dans les coulisses du rêve et de la gloire à tout prix. Peut-on gagner un Tour de France sans se doper? Difficile d'y croire aujourd'hui. Bien sûr, les contrôles se multiplient, mais la plupart du temps, ils sont négatifs. Pourtant, loin des discours officiels, quand la loi du silence se brise enfin, c'est une toute autre réalité qui apparaît. En fait, le dopage fait bel et bien partie du quotidien de certains sportifs de haut niveau. Écoutez plutôt ce témoignage. Jesus Manzano parle à visage découvert. Il a mis fin à sa carrière de coureur cycliste après une injection qui a failli lui coûter la vie et il a décidé de révéler toutes les recettes du dopage dans le peloton. Je suis passé 40 fois au contrôle antidopage et je n'ai jamais été contrôlé positif. Ce n'était pas une star du peloton, juste un bon coéquipier. Jesus Manzano. Dans le monde du vélo, son nom n'a pas vraiment marqué les esprits. Sauf peut-être une fois. Jesus Manzano, le coureur espagnol de la Kelme, a chuté. C'était le 12 juillet 2003, lors de son dernier Tour de France. Ce jour-là, les caméras s'attardent sur Jesus Manzano, bien malgré lui. En pleine étape, l'homme est retrouvé inanimé au bord de la route. 3 ans après, il explique sa chute, son malaise. Ce jour-là, le matin, le médecin de l'équipe est arrivé. Et il m'a demandé de monter sur une balance. Je faisais 58 kilos. Et il m'a injecté 60 millilitres d'oxyglobine. Cette oxyglobine était mal conservée. Automatiquement, à la moitié de l'étape, j'avais les mains complètement endormies et la tête qui tournait. Je me rappelle qu'on était dans une échappée. Je traçais et Richard Virenque me suivait. J'ai commencé à monter la côte, j'avais la tête qui tournait et j'avais très très froid. Jusqu'à en tomber. Je ne sais plus si je suis tombé de tel ou tel côté, je me souviens juste d'être tombé. Très vite, une ambulance arrive sur les lieux. Voilà, le rythme cardiaque est bon, on le voit ici. Pour le médecin du Tour de France, rien de grave. Il ne s'agirait que d'un simple coup de chaleur. Le premier bilan, bon, c'est plutôt rassurant, il a eu un malaise, mais je pense qu'il a plutôt eu un coup de chaleur. La tension est bonne, il a 11,8 de tension, un pouls bien régulier à 92, une saturation à 99%. Donc je pense pas qu'il ait fait de troubles du rythme cardiaque. Au même moment, cet homme à droite au polo bleu, le manager de Jesus Manzano, aurait demandé au coureur espagnol de rester le plus discret possible sur les causes de son malaise. Alors que l'ambulance allait m'amener à l'hôpital, le manager de l'équipe, qui s'appelait Johan Mas, m'a demandé de refuser toute analyse et de ne pas dire quel produit il m'avait donné. Cette fois-ci, Jesus Manzano le sait, il a réellement frôlé la mort. Après cet accident, il décide de ne plus se doper, change d'équipe. C'est la fin de 3 années de piqûres et de transfusions en tout genre.
Je me rappelle que la première fois, je me suis mis le cul devant un miroir et le médecin m'explique qu'il faut diviser les fesses en 4 parties. 1, 2, 3, 4 parties. Tu commences toujours par le bord supérieur droit du fessier. J'étais devant le miroir et je commençais à transpirer, j'étais rouge, rouge, rouge. Incroyable, incroyable. Mais bon, tu dois t'y faire, t'es obligé de t'y faire. Et ma femme me disait tous les jours, toutes ces piqûres, toutes ces piqûres. Une vie de dopé. Chaque jour, les injections s'enchaînent. Un dopage parfaitement organisé. Le médecin de l'équipe lui avait même donné un planning à suivre scrupuleusement. Par exemple, ce jour-là, je dois prendre de la testostérone. Je commençais le mercredi avec de la chromatombique et l'acide folique, qui sont des vitamines à prendre 2 heures avant. Ça, c'est le symbole de l'EPO. Tu commences le 30 avec l'EPO et la chromatombique 2 heures avant l'EPO. Tout ça, c'est juste pour le Tour d'Espagne. Et si d'aventure Jesus Manzano devait faire l'objet d'un contrôle antidopage, pas d'inquiétude. Face aux vampires, c'est comme ça qu'ils surnomment les contrôleurs, tout est prévu. Pour masquer le PO et faire baisser le taux d'hématocrite dans le sang en dessous de 50%, les médecins de l'équipe ont une méthode infaillible. Le matin, on te disait, aujourd'hui, il y a contrôle des vampires. Avant d'aller voir les vampires, on avait 30 minutes. Si tu étais à 52 points d'hématocrite, le masseur ou le docteur t'avait déjà tout préparé dans ta chambre. Il y avait toujours de quoi faire une injection dans les chambres d'hôtel. Il y en a pour 10 minutes. Ils t'injectent 150 millilitres de sérum d'albumine humaine et c'est immédiat. Tous les globules, en fait, font comme une éponge et tout le liquide est retenu. Le plasma se concentre et tout le sang normal reste. Après, tu dois boire de l'eau, beaucoup d'eau. C'est immédiat et ça t'enlève 5 points d'hématocrite. Grâce à ces méthodes, le coureur espagnol affirme être passé au travers de dizaines de contrôles sanguins. Et en cas de contrôle urinaire, là encore, rien de plus simple. Il suffirait d'utiliser, selon lui, un bien étrange produit surnommé poussière de la mer Célestine. Après l'arrivée, si tu dois aller te présenter au contrôle, en fait, tu as un peu de temps, tu as un moment, 30 minutes de liberté. Alors tu te laves un peu les jambes ou tu te fais masser. Et puis, quand arrive le contrôle, le masseur a déjà tout préparé pour toi. En fait, tout est dans un flacon de parfum où il cache des petits grains. Il te les donne, tu les prends, tu te les mets sur le pénis, dans l'urètre. 2 petits grains, 3 petits grains, tu ouvres le flacon, tu les mets et c'est fait. Si Jesus Manzano a décidé de raccrocher définitivement son vélo et de tout raconter, c'est d'abord pour préserver sa vie, mais aussi celle d'autres sportifs. Quand on est coureur cycliste, c'est difficile en fait de devoir faire face à la mort, de devoir faire face aux addictions, au dopage. Pourquoi Marco Pantani est-il mort? Pourquoi José María Jiménez est mort? Pourquoi ces gens sont-ils morts? Après ce témoignage stupéfiant, une réaction de nos invités. Marc Madiot, pour commencer, vous êtes directeur sportif de la Française des Jeux, surtout ancien coureur, au palmarès impressionnant. Alors, première question très simple, vrai ou faux ce que dit Manzano? Vrai sans doute dans ce qu'il a vécu. Par contre, il y a quelques petites choses à rectifier. Quand il parle de 30 minutes pour se présenter pour un contrôle sanguin le matin, aujourd'hui le temps a été réduit à 10 minutes justement pour éviter les manipulations dont il a pu parler. Pour ce qui concerne le contrôle urinaire, j'avais jamais entendu parler des petites pilules qu'il mettait
Alors, on va en reparler au cours de la mission. Manifestement, il y en a autour de la table qui connaissent cette pratique. Effectivement, à l'époque où Manzano parle, c'était en 2003, c'était possible, les 30 minutes. Depuis, l'UCI a entendu ce qui s'était passé, a réduit le temps du contrôle antidopage sanguin. On est bien d'accord. On est d'accord. Vous restez avec nous. Antoine Voyer, vous avez été entraîneur de l'équipe Festina au moment du scandale. Vous êtes aussi professeur d'éducation physique. Vous connaissez bien les pratiques au sein du peloton. Est-ce que ce que raconte Manzano avait déjà cours en 1998, par exemple? Moi, ça me rappelle le témoignage d'autres coureurs, comme par exemple Montéour que Marc a dirigé, comme Jérôme Ciotti que j'ai entraîné. C'est les coureurs qui disent la vérité après avoir vécu et être passé par certains moments critiques. Et je pense que l'expression de la vérité, c'est quelque chose qui est très bien. Donc à partir de là, peut-être qu'on aura d'ici 3 ans un coureur qui actuellement fait le Tour d'Espagne et qui nous dira d'autres choses par rapport au dopage. C'est un système qui repose un petit peu sur l'omerta et puis les mêmes systèmes que la mafia. Donc à partir de là, avoir la parole libérée, je pense que ça pourrait être une bonne chose. Vous restez avec nous, on y reviendra parce que c'est très intéressant ce que vous dites. Michel Audran, vous êtes pharmacologue, spécialiste de la détection du dopage sanguin. C'est vous dont je parlais parce que vous, les petites paillettes, vous savez ce que c'est? Voilà, moi, je n'ai pas été tellement surpris de ce qui a été annoncé là. C'est simplement que j'ai eu une confirmation d'une des raisons pour lesquelles on avait très peu de tests positifs à l'EPO. Et on se doutait et on savait qu'en mettant certaines enzymes qui se trouvent d'ailleurs dans l'urine, au moment de la mixture urinaire des protéases, voilà, on pouvait dégrader le PO et faire en sorte que ça ne se trouve pas lors du contrôle. Mais c'est la première fois que j'entends dire qu'effectivement cette pratique existe. Donc ça vous paraît très crédible ce qu'il dit Manzano? Tout à fait. Vous restez avec nous. Quant à vous, Michel Dalloni, vous êtes directeur de la rédaction du journal L'Équipe. Ce qu'on entend là, est-ce que c'est d'après vous le témoignage d'un homme ou est-ce que c'est la rumeur du peloton? C'est-à-dire est-ce que c'est beaucoup plus étendu que ce qu'on imagine? Si la question est de savoir si le dopage est généralisé dans le cyclisme, je ne pense pas qu'il le soit plus dans le cyclisme que dans d'autres sports professionnels. Le cyclisme se trouve sur le feu d'actualité régulièrement parce qu'il y a aussi tout un système de contrôle assez efficace et une volonté réelle de lutter contre ce phénomène. Donc une multiplication de contrôles qui aboutit, malgré les tentatives de falsification qu'évoquait Michel Audran, à une révélation d'un certain nombre de cas. Alors maintenant, est-ce qu'on peut définitivement avancer que le cyclisme est à la pointe du dopage en matière de sport? Je ne sais pas. En tout cas, on a vu apparaître, grâce au peloton, un certain nombre de molécules qu'on n'avait pas vues ailleurs avant, quoi. Voilà. En tout cas, ce que révèle cet homme a été pris très au sérieux par la police espagnole depuis 2 ans. Elle a recueilli ses confidences, elle les a vérifiées et grâce à un patient travail d'enquête, elle est parvenue à reconstituer ce qui ressemble bien à un réseau international de grands champions, toutes disciplines confondues en seraient les clients. Mais l'affaire a surtout fait grand bruit parce qu'elle a touché le Tour de France à quelques semaines de son départ. On appelle ça l'affaire Puerto. Impensable. En plein Madrid, plusieurs laboratoires clandestins destinés au dopage des sportifs. Le 23 mai 2006, les policiers espagnols découvrent le sang congelé de plusieurs dizaines de cyclistes. Parmi eux, il y aurait même l'hémoglobine d'un des plus célèbres coureurs, Jan Ullrich. Dans toute ma carrière, je ne me suis jamais dopé. Transfusion sanguine, anabolisants, stéroïdes, EPO, rien ne manque. Plus d'une 50aine de coureurs sont impliqués. Je n'ai rien à voir avec cette histoire. Je n'ai rien à cacher, mais je ne permettrai jamais à aucun média ni à aucun journaliste de me juger. Les hommes de la Guardia Civile ont frappé fort. Dans la même journée, le cerveau du groupe et 4 de ses complices sont interpellés. Parmi eux, Manolo Saiz, le directeur de l'équipe cycliste Liberty Seguros. Mais aussi le patron d'un laboratoire d'analyse médicale à Madrid, José Luis Merino. Et enfin, la tête pensante, le docteur Eufemiano Fuentes. C'est un gynécologue. Plusieurs années durant, il fut le médecin attitré de différentes formations cyclistes. Mais l'homme n'était pas non plus un inconnu des services de police. En sollicitant la Fédération espagnole de cyclisme, on s'est vite rendu compte que la plupart des coureurs contrôlés positifs depuis les années 80, eh bien,
Tous ces coureurs avaient pour médecin sportif le docteur Eufemiano. Le policier José Angel enquête depuis longtemps sur les affaires de dopage. Petit à petit, il a accumulé les preuves impliquant le docteur Fuentes au sein d'un vaste trafic de transfusions sanguines. Pour faire tomber le réseau, la Guardia Civile met en place en février dernier la plus grande opération policière antidopage jamais réalisée en Espagne. Nom de code, Opération Puerto. Pour les aider, un repenti, Jesus Monzano. Cet ex-coureur, ancien patient du bon docteur, va leur permettre de mieux cerner le personnage. C'est une personne très discrète. Une personne qui arrive à persuader les gens avec beaucoup de facilité. Une personne qui te donne quelque chose et qui te convainc que cette chose est très bonne pour toi, que ce produit est bon. C'est une personne qui te donne confiance en toi. Jesus Monzano est l'un des rares cyclistes professionnels à avoir osé briser la loi du silence. C'était en mars 2004. Son témoignage a fait scandale dans la presse espagnole. De sa relation avec le docteur Fuentes, l'homme raconte tout. Tout se passe toujours par téléphone. C'est toujours le directeur d'équipe qui t'appelle et qui te dit « Écoute, tu dois aller voir le médecin ». Donc, toi, tu appelles le médecin et il te dit de venir le voir. Ça se passait toujours soit à l'hôtel del Torrejon ou bien dans le laboratoire du docteur Merino. C'est dans ce laboratoire situé au 22 de la rue Zurbano à Madrid que le sportif venait récupérer quantité de produits dopants. Plus édifiant encore, Jesus Monzano affirme y avoir subi un grand nombre de transfusions sanguines réalisées par le directeur de l'établissement en personne, José Luis Merino, un personnage clé dans cette affaire. José Luis Merino est un hématologue assez connu. Il a obtenu un prix pour ses recherches sur le sang. Son rôle était de contrôler et de superviser le commerce du docteur Fuentes d'un point de vue médical. Il réalisait les transfusions et les réinjections et tout ce qui se rapportait au sang. C'est pratiquement tout ce dont il s'occupait, à savoir extraire et réinjecter le sang. Pour savoir ce qui se trame derrière les portes de ce laboratoire, les policiers mettent sur écoute son directeur José Luis Merino, mais également le docteur Fuentes. Problème, les deux hommes utilisent un langage codé. Il nous a fallu beaucoup de temps pour comprendre le vocabulaire qu'ils utilisaient, pour savoir quels produits ils utilisaient et quand ils les prenaient. C'était vraiment compliqué. On utilise un argot, un vocabulaire à nous. On parle avec des codes. Par exemple, pour la nandrolone, on appelait ça BM. Pour le PO, on disait ampoule. Les hormones de croissance, c'était les marqueurs. Le vin, c'était le sang. Ces codes secrets, un grand nombre de sportifs les partageraient selon Jesus Monzano. L'ancien coureur affirme qu'il était loin d'être le seul à fréquenter le docteur Fuentes. Patientant dans une cafétéria située en face du lieu de rendez-vous, Jesus Monzano a observé à plusieurs reprises un véritable jeu de va-et-vient devant la porte du docteur. Tu l'appelais et tu lui disais « Je peux monter ?» Et il te répondait « Non, je suis avec un client. » Voilà, et après tu voyais le client sortir puis s'en aller. Ou alors d'autres fois on le voyait dans la cafétéria prendre un verre avec un coureur ou même avec 4 ou 5 coureurs. Parfois je me disais par exemple que Pantani ne pouvait pas fréquenter le docteur Fuentes. Et puis d'un coup je voyais apparaître Marco Pantani. Et là je me disais waouh, il est là lui aussi. Oui, Marco Pantani, lui aussi était suivi. Et bon, tu te dis, ce médecin s'occupe de tout le monde.